Ok. C'est all good, magnifique. Amédil, the floor is yours. Eh ben, on va peut-être commencer par présenter un petit peu le concept. Donc, comme disait Disney, difficulty Schrödinger. Alors, Schrödinger, on a compris après le CTF que ça avait une vraie raison d'être, c'est qu'il y a deux manières de faire pour résoudre le chal qui sont prévues. Une simple, donc en mode easy, et une qui est ultra hard. Guess what? Donc, euh, je crois on est peut-être pas parti sur la plus compliquée, on a peut-être trouvé un troisième truc. Mais bon, c'est le principe de Schrödinger, tu vois, il est là, il est pas là en même temps. Bah, nous, c'était et simple et pas simple en même temps. Est-ce que tu peux un peu zoomer pour qu'on puisse lire du coup Ouais. le truc? Ouais, j'avoue que... Nice, thanks. Donc en fait, donc on arrive, on nous dit, vas-y, hack into Skynet pour sauver le monde. Euh, Quelle est la façon que tu préfères? Déjà, on voit la façon, bah voilà, ça refait penser au Schrödinger. On a deux notes, la numéro une, c'est... Il y a un truc qui s'appelle Skynet, donc on va le voir dans l'attachment. Euh, c'est une black box, concrètement. On ne l'a pas. Et point important, il n'y a pas besoin de guess. Le but de ce shell n'est pas d'essayer de guess quelque chose. Le deuxième, c'est qu'il ne faut pas essayer de défoncer leur infrastructure. Et ils veulent pas qu'on fasse de SQL map ou en gros d'outils complètement automatisés pour défoncer des injections SQL. Et please do not use scanners. Alors Et juste on pose... une petite précision pour ceux qui sont des gros noobs. C'est quoi une injection SQL? Ok, une injection SQL, bah, c'est ce qu'on va voir en fait au tout début. En fait, le SQL, c'est une sorte de langage, on va dire, qui va permettre de dialoguer avec une base de données. Et donc, par exemple, cas typique, on va sur un site, on essaye de se loguer. On va nous dire, s'il vous plaît, donnez-moi votre login et votre password. Et en fait, les comptes qui existent, très souvent, sont dans une base de données. Et donc, en fait, on va se dire, je vais faire select. Attends, je vais l'écrire. On va faire select. Et on va faire login, virgule, password. From, là, on va demander une table de la base de données qui va contenir tous ces trucs-là. Donc, par exemple, from credentials. Pourquoi pas? Bah, quoi? Ah, c'est lui qui Bon, dit. ok, souvent elle s'appelle users, mais ton password est invalide, pas très sûr. Et effectivement. Mais en anglais, c'est bon, il n'y a pas le E. T'es safe. Euh, et on va te faire, je sais pas, where login égale. Moi, j'ai dit que je m'appelais fou. euh, and. Et aussi que mon password, moi, j'ai indiqué que c'était bar. Mais en gros, si j'ai une réponse de la base de données, ça veut dire qu'il existe un login fou, un password bar. Et là, le problème, c'est qu'en fait, on pourrait très bien lui dire, attention, moi en fait, bar, à la place de ça, je vais dire que mon mot de passe, c'est une apostrophe, enfin là je suis en train de l'écrire, le password que j'ai rentré, c'est ça, euh, or, 1. Je peux même faire hop, égal, ça. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais recopier tout ça, et là, si je remplace bar par ce que je viens de mettre, il se dit, alors il faut que le login ce soit fou, que le password ce soit un truc qui est vide, ou alors tu oublies complètement tout ce qu'on a vu avant, il faut que 1 soit égal à 1. Et ça, c'est toujours vrai. Et là, tout de suite, ça veut dire que, quels que soient les credentials, quel que soit mon login, mon password que je rentre, bah en fait, ici, ça me permettrait de me loguer. Ça va être une injection SQL. On va essayer de trouver en haut un bout de requête qui va faire que la requête exécutée ne sera pas celle que le développeur voulait. Et donc, normalement, euh, quand les choses sont bien faites, en fait, on va pas prendre directement ce que l'utilisateur a mis, et on va dire, attends, t'as mis une apostrophe,
En fait, hop, je vais l'escape et ça va donner ça et en fait, la chaîne de caractères, en gros, ça devient tout ça et là, je viens de me faire avoir. Enfin, en tout cas, ça ne marchera pas parce que là, ça devient vraiment qu'une string. Ça, c'est l'idée générale derrière, les injections SQL et donc le but d'un scanner ou d'un SQL map, c'est d'essayer, enfin, surtout de SQL map, c'est d'essayer un petit peu tout ce qui est possible et imaginable selon la base de données qui est derrière, qui ne va pas forcément réagir de la même manière et d'essayer de trouver une payload, une manière de faire qui nous permettra de lire, et de faire ce qu'on veut avec la base. Et surtout, la grande puissance de SQL Map, c'est à partir du moment où il détermine la DB derrière et qui détermine qu'il y a effectivement une vulnérabilité, donc Mmh, que typiquement comme à ce que Amélie l'a expliqué, qu'on est capable d'injecter du code et qu'il est exécuté et que c'est valide. C'est intéressant parce que SQLmap va un cran plus loin et en se basant sur cette détermination, il va dire hé, moi je peux injecter du payload, donc bah, je vais essayer d'extraire toutes les DB, les machins, etc. Et mmh, il va faire le taf un peu tout seul. ouais. Avec SQL Map, tu peux directement lui demander de dump toute la base de données, quelles sont toutes les tables qui existent et leur contenu. Des fois, c'est quand même beaucoup trop lent. Il y a des injections SQL qui se basent sur le temps de réponse de la requête, par exemple. Et une des options de SQL Map, c'est qu'on peut lui dire: «Ma vraie requête SQL que je veux faire, parce que je veux récupérer un contenu précis, je te donne la requête et tu te débrouilles». Et là, potentiellement, en fait, je veux juste récupérer une valeur qui a, 12 caractères, qui est un flag et bah, il a juste besoin de trouver 12 caractères. Et même si ça met 1, 2 ou 3 secondes par requête, parce qu'on veut s'assurer que, notre attaque, basée sur le temps de réponse est bonne, bah, ça sera quand même assez rapide. Merci Par ta contre, vouloir caméra, dump toute la pauvre. base là-dessus, ce sera pas ouf. OK, donc voilà, on a ça. Et donc à partir de ça, bon, bah, on va se dire: «OK, c'est cool». On a téléchargé l'attachment et l'attachment, on avait qu'un serveur.py. On avait que ce fichier-là. Donc on a quelques imports, on s'en fiche. Là, on retrouve le from Skynet import Skynet, dont il nous parlait. Hop, c'est une black box detection. OK. Donc on n'aura pas le code. Hop, il le crée. On voit un Skynet detect. Donc Flask, ça va être, oh, comment dire? En gros, ça va permettre d'ouvrir un web server, un serveur web, et c'est lui qui va gérer les requêtes et les réponses pour nous. Donc en fait, il va avoir des méthodes, par exemple, pour lire du JSON, et nous, on va juste dire, ok, ben en fait, dans le JSON, je voulais une variable. Ici, par exemple, c'est, ok, Flask, je récupère ma requête, dans les headers, donne-moi le host. Dans les headers, donne-moi le content type. Donc c'est juste une librairie pour nous aider là-dessus. Il va récupérer pas mal d'informations sur notre requête, et il va se faire un classify, donc qu'on ne connaît pas. Et sur le retour, il va nous faire non. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième qu'on peut voir, c'est que, hop, bah déjà, je peux juste montrer le site web, quand même, qu'il nous proposait. Le site web, on arrive, c'est Who are you? Et on est redirigé sur une page de login directement. Voilà, username, password. Ce qu'on voit, c'est qu'on pourrait aussi, au lieu de slash login, mettre slash static et n'importe quoi ici, pour lire les fichiers qui sont dans static. Ça, c'est plutôt bien protégé, ça veut dire que, je peux pas m'amuser, malheureusement, à faire statique, essayer de me dire: «Eh, attends, est-ce que je peux lire n'importe quoi?» et faire, «Je voudrais lire, passe WD s'il vous plaît» et elle va te faire: «Non, en fait, je te retire tous les petits points, tu as utilisé passe WD et non, Dommage. c'est pas autorisé». Mais c'est effectivement l'un des premiers trucs, qu'on a testé parce que ça permettrait de lire un peu tous les fichiers Tout à fait. et ça aurait pu permettre de lire Skynet.
Donc ça, c'est complètement legit. Le deuxième slash, donc ça, c'est ce qui s'est passé la première fois que je suis allé sur le site et que ça m'a renvoyé sur login. Donc là, on retrouve notre Skynet Detect. Donc, selon ce qu'on a mis dans la requête, potentiellement, il va nous dire: «Ah, j'ai détecté quelque chose, je te retourne une erreur 403». Donc là, ça ne m'aiderait pas. Le deuxième, if not query login state, donc est-ce que je suis logué? La première fois que j'arrive sur le site, non, donc il me fait no login, il me redirect sur slash login. Et du coup, ça fait sens. Si j'ai rien et que je rentre le site web, il me remet login. La troisième, donc si je fais un get, et donc ça veut dire que j'étais logué. Si je suis logué et que je fais un get, il va me renvoyer la page d'accueil. Et si je fais un post, il va appeler query kill time, et selon la réponse, il va render un template. Et si il ne sait, si c'est ni un get ni un post, donc si je tente un option, si je tente un put ou autre, il me renvoie une erreur 400. Donc uniquement des get et des posts. Le login, hop, encore une fois, si Skynet detect, il me défonce. Le get, bah, c'est la page qu'on a vue, donc il n'y a rien de particulier. Et le post, en gros, va nous servir à essayer de nous connecter. Et ça s'arrête là. Il va faire un create session, enfin il va faire if not query login attempt. Ok, ici il va regarder, il va essayer de récupérer un username et un password. Et c'est exactement ce qu'on avait vu tout à l'heure, il va essayer de se connecter. On va le voir un peu après. Voilà. Donc si ça ne marche pas, bah, il nous renvoie sur le login. Si ça marche, il crée une session, login success. 302, ça va servir à nous redirect. Et il nous remet sur slash avec un session ID. À partir du moment où on a un session ID, en fait, quand on va arriver ici, il ne pourra pas mettre le if query login state. Voilà. Ici, on va le passer. Ok. Donc on le voit ici d'ailleurs où il faut un session ID. Et si on a un session ID, il va pas juste dire hey, t'es cool bonhomme, je te fais confiance. Il va requêter la base de données pour vérifier que dans le login session, il y a bien notre session ID. Donc on peut pas Et une injecter date de validité. un session ID random. Voilà, c'est ça. Dommage. Ouais. Mais bon. Et là, ce qu'on voit aussi, pour écrire la requête SQL, il utilise des %s, et après c'est une sorte de format, pour mettre les variables. Donc SID, c'est le session ID qu'il va mettre ici, et le now and no pour la date de validité. Ça, c'est une manière de faire dans laquelle il va faire l'escape. Donc quand tout à l'heure je vous disais, bah tiens, si je mets une apostrophe, on va mettre un backslash devant pour l'escape, et ne pas en gros fermer la string de password où je pourrais mettre un peu tout ce que je veux, écrire le code que je veux. Cette manière de faire protège. Donc ici, je sais que je ne pourrais rien faire. Cette méthode est complètement safe. D'ailleurs, on peut du coup la cacher. Query login attempt. J'ai un username, j'ai un password. Il faut que les deux soient CT. Enfin non. Si aucun n'est CT, alors c'est faux. S'il y en a au moins un qui est présent dans Flask, il va continuer. Ce qu'il fait ensuite, c'est qu'il va essayer de trouver le password, enfin de regarder dans Target Credentials. J'étais bien inspiré sur mon Credentials en fait, en nom de table. C'est un peu, c'est inhabituel parce que normalement on appelle ça users ou account ou voilà. Mais bon. Mhm. Donc là, il va faire select l'ID et le compte dans les credentials où le password est un password encodé en MD5. Donc en soi, ce serait pas ouf sur une vraie base de données parce que le MD5 a trop de collisions. Bon, après, ça dépend le nombre d'utilisateurs, mais ça reste globalement une mauvaise pratique. Ce qui est bien quand même, c'est qu'au moins, il ne va pas stocker des passeports en clair. Petite Ce qui est quand même le parenthèse minimal. pour le chat. S'il y a des trucs que vous captez pas, parce que par exemple, là, Amélie il parle de collision sur MD5, des trucs comme ça. Si vous voyez pas ce que c'est,
dites-le nous, hein, posez vos questions dans le chat, il n'y a vraiment aucun problème. Nous, on regarde les questions et on y répondra sans problème. Tout à fait. Moi, je préfère que vous m'interrompiez, enfin, que vous posiez vos questions dans le chat directement, comme ça je réponds, et ça permet de s'assurer que sur la suite de l'explication, bah, tout le monde comprend. Yes. Et pas vous perdre en route. On devrait peut-être faire Euh, un poll pour savoir est-ce qu'il y a déjà des gens qu'on a largués ou pas. ouais, tu peux faire un poll, moi je continue en même temps. Tu vois, c'est comme ça qu'on l'argumente. Allez, manage poll. Non, je déconne. Non, non, non. Vas-y, vas-y. Donc là, en tout cas, deuxième fois, il utilise un format. Le format, pareil, il est plutôt safe. Et surtout, de toute façon, en fait, le password, quel que soit ce que je mets, si j'essaie de faire une injection SQL, il va être transformé en MD5. Et un MD5, je sais pas, est-ce que je peux faire quelque chose ici? Je pense pas que je l'ai en direct. MD5 Sum. Non. Espace. Ok. Et ce que tu veux faire. Ah non, tu vas faire alors un echo A pipe MD5 Sum. Pipe MD5. Mm. Et un petit zoom, comme ça le chat peut également voir si tu sais Ça va faire. pas zoom. Ouais, Ah, super. hop, voilà. Et donc un MD5, c'est ça. C'est des caractères hexadécimaux, donc entre 0 et 9, A et F. Donc à partir de là, il n'y a pas d'apostrophe, il n'y a pas de caractère spécial qui permettrait de faire une injection. Donc, cette requête-là, on a dit, elle est safe. Et après, ce qu'il fait, il va l'exécuter et il va regarder si tout s'est bien passé. Donc ce qui se passe, c'est que là, il va regarder si... Donc SQL, donc user. Dans user, il s'attend à avoir un résultat, donc ça, ligne 0. Si je me rappelle bien, en tout cas, comment fonctionne, comment il le fait en Python. Et le 1 serait pour récupérer le account. Et du coup, il va le chercher si user est présent, donc s'il y a une réponse, et que il y a une première ligne, et que il y a un account qui a été défini. Si rien de tout ça n'a été défini, c'est du vide. Hop. Et si le name est égal à username, donc ce qu'on a donné en input, ça passe. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de se dire, si je mets un password complètement random, qui n'est pas dans la base de données du coup, ce qui va se passer, c'est que là, le select ne va rien renvoyer. Donc mon user n'existera pas. Donc à partir de là, ça va être nul. Donc mon name sera vide. Et ça, name égale vide, ça voudrait dire que le username est vide. Et en fait, si je ne fournis pas le username, si je le fournis vide, bah, ça va passer parce que notre username, effectivement, ça va me dire qu'il y a un problème. Mais il faut que et le username ne soit pas là et que le password ne soit pas là. Donc si je mets un password quelconque, ici, tout va bien, ça ne le dérange pas. Il va me dire que mon username, c'est vide, et ça va me renvoyer true. Donc déjà, là, il y a un problème, dans le sens où il accepte qu'il y ait un username qui soit complètement vide, ou l'autre possibilité, parce que ça peut accéder... Je vois pas où ce serait une bonne pratique, mais on pourrait autoriser qu'un compte ait un username qui soit vide. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut pas prendre une valeur par défaut comme ça. Il faudrait mettre nul, ou il faudrait le gérer autrement. Mhm. Ou que ce if, ce soit j'ai ça, donc soit j'ai eu un résultat et je l'utilise, sinon je renvoie forcément false. Voilà. Il y a plusieurs manières de faire, mais c'est extrêmement bizarre d'avoir une valeur par défaut ici et de l'autoriser en fait en input. Est-ce qu'on peut déjà tester ça pour voir si on peut se loguer de cette manière-là? Ouais. Alors on a dit que le username on ne met rien. Le password on peut mettre ce qu'on veut. Et là,
Bon, on l'a pas vu à cause de mon view save logins. Je peux pas lui dire Ah, c'est chiant le. never save. Ouais. Voilà. Hop. Ok. Bon. Vas-y, on va What the rechanger. fuck? Ça, c'est parce que t'es en HTTP. Et Ouais. qu'il est un peu casse-couille pour ça. Bon, en tout cas, il y a une petite pop-up qui se montre, qui me dit bah, voilà, qu'il faut remplir le champ. Donc, quoi qu'il arrive, le username est demandé. Alors ça, en fait, c'est pas forcément très grave. Il y a plusieurs manières de se débrouiller. On pourrait le faire avec Burp. C'est peut-être le plus... ce qui pourrait être le plus habituel ou le plus simple à tester dans un premier temps. Dans non, proxy. Je récupère toutes mes tentatives d'avant. Donc par exemple, je peux mettre AZ2 et mot de passe AZ2. Donc ça va être faux, donc ça me remet sur le login. Par contre, là on le retrouve. Username AZ2, password AZ2. Et en fait, la protection qui me disait que le username était nécessaire, c'est juste une protection qui était côté front. À aucun moment ça faisait des calls. Donc on peut l'envoyer dans repeater. Hop, est-ce que je peux zoomer? Dans Burp, c'est plus compliqué pour zoomer, je pense. Ouais, ça a pas l'air C'est ouf. un peu embêtant. Mais ce que je peux faire en tout cas ici, c'est supprimer AZ2, faire send, et là on voit que quel que soit mon password, il m'a mis login success, et j'ai un session ID. Donc là, avec un username qui est vide, donc on donne pas de username et on donne un password random, on peut s'authentifier. Voilà. Du coup, moi étant donné que j'ai pas envie de prendre le session ID de Burp, et en fait de bidouiller directement, en fait, je pourrais faire F12. On peut aller dans le storage, voir tout ce qui est cookie propre à ce site-là, et je pourrais lui dire, hey, en fait, tu me rajoutes un nouvel item, etc. Ça ne m'intéresse pas, c'est chiant. Ce qu'on peut faire sinon, c'est... Alors, il y a même une autre manière de faire, en vrai. Euh, Je vais vous montrer en navigation privée le premier. Hmm. Moi, la première chose que je vais vouloir faire là-dessus, c'est aller sur la case username, faire inspect. Là, je récupère du coup l'input et envoyer un required égale required. Et c'est ça qui faisait que, en fait, le front nous demandait forcément d'avoir le username. Et en fait, si je le retire, je mets rien, je mets un password, login, je suis logué. Moi, en tout cas, ça, c'est ma manière de faire. Moi Parce que comme ça, personnellement, je ne quitte pas le ouais, navigateur. même personnellement, avant d'avoir regardé le code en détail, quand j'ai vu ça, j'ai fait un peu de fuzzing et j'ai vu Mhm, que si je mettais pas de username, ça passait dans la partie burp et j'avais mhm, essayé du coup de faire ça dans la partie dans le browser, un peu comme tu as fait et mhm, effectivement ça passe crème. mhm. Euh, Si on veut pas se casser la tête à vouloir modifier un peu le website comme je viens de faire, le site web. Je sais pas s'il faut que j'utilise des termes français ou anglais. Donc, Anglais. on va faire avec les premiers trucs qui me viennent en tête, en vrai. Et ça risque d'être de l'anglais. Mais du coup, s'il y a des termes qui sont inhabituels ou pas connus, faut aussi le dire. L'autre manière de faire, ce serait d'aller dans Burp et dans paf, 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 Intercept. Je peux intercepter tout le trafic. Et donc là, je peux très bien dire, bah, je marque AZ2, AZ2, je tente le login. Et là, il me dit, attention, tu es en train de faire une requête vers le site web. Bah, je la modifie en retirant le username. Donc là, j'ai déjà sauté l'étape du site web. Et je fais forward. Là, je vois la réponse du site web avec un session ID. Hop. Et je vais arrêter d'intercepter. Et du coup, je suis logué. Voilà. Donc c'est Avec... pour C'est parfois beaucoup plus simple de le faire avec Burp. ouais, c'est ça. Ça dépend vraiment des cas. Donc pour résumer, il y a vraiment trois manières de le faire. Soit la manière la plus simple finalement, c'est éditer le code source de la page côté front-end, enfin côté client, ce qui est en soi. Alors il y a deux choses intéressantes là-dedans.
Maintenant, en termes de sécurité, si par exemple on devait faire un pentest et on tombe là-dessus, une recommandation qu'on peut clairement donner aux clients, c'est de dire euh, la validation, quand on fait du input validation, il faut systématiquement le faire côté back-end. Et si on veut, si c'est nécessaire, on peut également le faire côté client. Dans ce cas-ci, malheureusement, et c'est ça toute la vulnérabilité, c'est que le check pour vérifier qu'il y a bien un username se fait côté client, mais il ne se fait pas côté serveur. C'est pour ça qu'on peut l'exploiter. Et c'est pour ça qu'on peut l'exploiter en fait de plusieurs manières. On peut l'exploiter dans le browser et on peut l'exploiter dans Burp en simulant le browser et ou en interceptant tout le trafic du browser et en éditant les requêtes à la volée. Ça, c'est la troisième technique que MDL a fait. Euh, Et pour la question de H2O, est-ce que ça passe en curl? Bah, ça va passer en curl, mais encore une fois, en curl, c'est un petit peu comme avec Burp la première fois. On va recevoir un session ID, et en fait, ce session ID, après, il va falloir le remettre dans nos prochains calls. Faut juste s'en rappeler. Mais on pourrait très bien imaginer qu'on a un code qui est écrit en Python, qui va directement interagir avec le site web, faire ses requêtes, et qui va lire les headers, les sessions ID, et qui va automatiser tout le process. Tout à fait. Étant donné que là, on est plus euh, comme si on voulait pentest, en fait, le site web, c'est pas le moment d'automatiser, parce que là, c'est vraiment du jetable. Donc là, en tout cas, donc on a passé l'étape de login. Hop, on va pouvoir le cacher, il ne sert plus à rien. Le create session, c'était vraiment juste pour lui, où quand on a réussi à se loguer, il va nous générer un session ID et le stocker dans la base. Voilà. Donc on a la route de login, bah pareil, on s'en fiche, il n'y a plus rien à voir dedans. Hop, le statique, il y a ça. Il nous reste le query kill time. Et on nous dit find the best kill time by name. Et donc le query kill time, il est appelé quand? Il est appelé quand on n'est pas détecté par Skynet en essayant de faire n'importe quoi, qui au moins est une protection côté serveur, comme le disait Disnome. Euh, il faut qu'on soit logué, donc ça c'est bon. Faut pas qu'on soit en train de faire un get. Si on fait un get, bah, au final on affiche cette page-là, ce qui nous importe pas beaucoup. Et si on fait un post, il exécute query kill time et il l'utilise dans un template. Alors le query kill time, il va prendre un paramètre qui est name. Attendez. On va faire, si, donne-moi Skynet. Ah, il me fait target not found. Ça, je pense que c'est l'un des premiers trucs que j'ai dû faire, c'est d'abord de tester un petit peu comment fonctionne le site. Et on peut aussi se dire, tiens, je veux regarder le code source de la page, qu'est-ce qu'il y a dessus, il va charger du CSS, et en fait, il n'y Ça, a plus c'est rien. light. Voilà. Il a juste son formulaire avec le name required, et après il l'envoie quand on clique sur submit. Par contre, ça veut dire aussi que dans Burp, dans notre historique, on vient de faire un post sur slash, et on voit le Skynet. Et donc lui, premier truc à faire, on peut le send à repeater. Comme ça, on va pouvoir tenter différents names. Là, ce sera une manière de tester qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que le truc qui est assez direct, c'est qu'en fait, sur cette page sur laquelle on vient d'arriver, il y a à peu près plus rien à faire. On a vu qu'il y a le query kill time qui est appelé avec le paramètre name, et on a fait tout le reste du code. Euh, Donc là, il prend la requête pour essayer de récupérer des informations. Il formate sur le name. Le format n'a rien à voir avec ce qu'il faisait la première fois. Voilà. Ici, il faisait vraiment un execute sur cursor, cursor qui appartient à Psycho PG, Psycho PostgreSQL. Donc on sait déjà en soi que c'est une base de données PostgreSQL qui est derrière. Et surtout, cursor, en fait, est un objet qui vient de cette librairie-là, qui est fait pour écrire du SQL et se protéger des vulnérabilités. Mais sur cette fois-là, il n'est pas utilisé. Donc ici, on va sûrement pouvoir, avec le name, mettre le texte qu'on veut. Ensuite, il exécute.
S'il a pas de résultat, il nous renvoie none. S'il a un résultat, il va essayer de le formater, le renvoyer, et on avait vu que le résultat sous forme de string, qui sera caté, va être mis dans le template. Et SQL exec, donc là il utilise PyCo-PG connect et un cursor, donc ça c'est safe, je vais pas me casser la tête, mais c'est concrètement ce qu'il utilise pour envoyer des requêtes un peu partout dans le code. Ailleurs, et SQL exec update, pareil, il utilise PsychoPG et les cursors, et de toute façon, il n'y a pas d'input à nous. Donc pareil, on s'en fiche. Et le reste de l'application, c'est de lancer le site web. Voilà. Donc, on a ça. En soi, on a vu tout le fichier, on a bypassé le login, et on ne sait toujours pas où est le flag. Et donc si on revient ici, sur la description du chal, on nous fait, donc Skynet est une black box, vous ne l'aurez pas. Alors au début, on n'a quand même pas fait gaffe à ça, et donc on a quand même été faire PyPy Skynet pour essayer de Ouais. rechercher une librairie Skynet. D'ailleurs, on le voit en violet que j'ai Eh, cliqué on sait là-dessus. jamais, hein. Écoute. Voilà. Ce module montre l'utilisation en Python d'un exit hook. Donc là, c'est quand on lance un programme en ligne de commande, par exemple, et qu'on veut l'arrêter, on va faire CTRL-C, CTRL... bah, peut-être pas Z pour le mettre en background, mais il y a plusieurs, en gros, ce qu'on appelle des seek kill, seek term. Hop. Qui sont des signaux qu'on va envoyer à un process, donc ici, à le process lancé par Skynet. Et en fait, un process peut avoir des exit hooks et se dire: «Ah, tu viens de m'envoyer un seek kill, bah attends, je le hook et tu oublies ton comportement habituel quand il arrive, c'est moi qui vais définir son comportement». Et Mhm. donc là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va le prendre en compte et il va pas s'arrêter. Alors que tu lui as fait un CTRL-C pour dire: «Arrête-toi». Voilà. La manière de les hook va éviter, t'empêcher de quitter Python du mieux qu'il est capable. Voilà. Donc, clairement, alors, j'ai quand même téléchargé le code source qui est là. On fait pas les choses à moitié, on prend quand même le Skynet, on voit ce qu'il fait. D'ailleurs, on retrouve tous les SIG, tous les signaux. Donc, hop. Ah, il n'y a pas le SIG signal, mais effectivement, est là. Donc si kill, il serait envoyé si je lance et que je fais un, par exemple, je crois que c'est kill -9, Ouais. ou ouais, les autres kills ne envoient pas le même signal. Mais kill -9 suivi du numéro du process, que je pourrais récupérer avec un PS, pipe, Skynet, si jamais, voilà, si jamais il y avait un processus qui contenait Skynet, je pourrais récupérer son ID de process. Mais bon, bref, clairement, on voit le code et il n'y a pas de fonction classify. Donc ça montre que c'est bien une librairie black box auquel on n'aura pas accès. Donc là, quelle est la première chose qu'on fait? Eh bien, on se dit, et si je lançais une injection SQL? Je vais garder ça sur le côté. Si on va garder la bar, je vais en avoir besoin. Ok. On nous a dit, il va faire un select name born from target where age égale 0 and name. Voilà. Donc on pourrait se dire, si plutôt que Skynet, j'envoie apostrophe, comme ça là je ferme la première apostrophe, et je mets or 1 égale, et on va mettre, il va remettre son accolade, et tout va bien se passer. On fait ça, et là, hop, error 403, on s'est pris un Skynet detect. C'est moche. Voilà. Donc voilà, Maintenant, la grande ça question, on c'est. voit que Skynet detect, au moins il y a une protection qui est là. Je crois que le OR 1 comme ça passe direct par contre. Ouais.
C'est le moment où on nous a dit: «Non, mais il ne faut pas guess, donc qu'est-ce qu'on fait? On guess». Voilà. Et là-dessus, honnêtement, on s'est un petit peu acharné et heu, à la fin, on a fait: «Ah mais attends, je vais partir de là, je vais tenter plein de trucs à la con». Heu, je passe un peu les détails, mais hop, on a vu qu'on pouvait faire un truc comme ça. Et là, en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que là, donc on nous renvoie Sarah Connor. Je vais d'abord expliquer ce qui se passe. Ça sera déjà un peu mieux. Ouais, Alors, hop, je n'ai plus trop besoin de ça. Alors, la requête qui est exécutée, c'est celle-ci. Hop, c'est c'est celle-ci. Et cette partie-là, je m'en fiche. Donc là, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est de mettre... Bah, je vais le récupérer là tout de suite. Je me mets entre les deux accolades. J'écris ça. Je dois pouvoir lui dire voilà. Et donc en fait, ça va m'écrire ça. Offset, case when, current schema, like, then 1, else 2, hop. En gros, voilà à peu près ce qui se passe. Donc, l'offset, ça permet de dire, je ne veux pas récupérer la première ligne, mais par exemple la deuxième. Donc nous, par exemple, au début, on avait vu que ceci passe. Bon, on peut très bien se dire offset 0, et on met 2 tirets à la fin. Les 2 tirets, ça sert à dire que tout le reste est un commentaire. Donc même si le code va rajouter, une apostrophe à la fin, c'est pas grave, ce sera considéré comme un commentaire. Et donc là, par défaut, ça va me mettre Skynet. Si je veux lire la deuxième ligne de la table, je mets offset 1, John Connor. Si je veux lire la troisième ligne, voilà, Sarah Connor. Et la première chose qu'on a fait, c'est de regarder tout ce qu'il y avait dans la table en se disant: «Il y a peut-être le flag ici». Non. Et ça va jusqu'à, 13, je crois. Non, 13 target not found, 12 Kate Connor. Donc voilà, ça va permettre de se balader un petit peu dans la table actuelle. Le problème, c'est que nous, on a envie de pouvoir lire, en fait, n'importe quelle information qui est dans la base de données. Et donc, l'une des manières de faire dans laquelle on a été traumatisé, mais qui nous a sauvé beaucoup, beaucoup de flags dans d'autres CTF en 2021, c'était de lire des données caractère par caractère. Donc là, sur l'offset, qu'est-ce qui se passe? On va lui dire: «Je mets une condition, case when, voici ma condition. Si elle est vraie, alors tu me renvoies 1, sinon tu me renvoies 2». Donc là, ça veut dire que notre condition, soit on a raison et ça va nous écrire John Connor, soit elle est fausse et ça va nous écrire Sarah Connor. Et donc là, on va pouvoir se dire, cas concret, hop, donc plutôt, hop, offsets, mettre ça, then 1, else 2, end, tiret, tiret. Donc ça, on lui a mis une condition. Est-ce que ça commence par P%? Je vais expliquer juste après ce qui se passe. La réponse est non. D'ailleurs, c'est pas current schéma, ce qui m'intéressait vraiment, en fait, c'était current version. Non, c'est version directement.
Le, quand on a un Voilà. Et offset donc, case when, ça fait quoi? en fait, le offset keys when, faut plutôt le voir comme offset de ça entre parenthèses. Et Ok. le keys when, c'est une Ah, structure SQL vraiment standard où ok, tu vas ok, dire ok. lorsque ma condition euh, est vraie, alors je fais ce machin. Et là, plutôt que le else, je pourrais mettre when version like, non pas p, mais on va mettre q euh, zen 2 else 3. Donc ce serait pas plutôt des... Un, pourquoi est-ce qu'on devrait faire un case et pas un if? Bah, c'est la structure du langage, voilà. Il n'y a pas de if comme ça. Ah, ok, ok, ok. C'est aussi con que ça. Microsoft. Normalement, les docs de Microsoft sont pas trop mal. Et il nous dit, voilà, bah, tu mets case. Alors, effectivement, en plus, c'est différent selon les bases de données. Mais dans Microsoft, on met case, on met une expression. Et après, on peut mettre when ton expression est évaluée à une certaine valeur, par exemple P, alors il se passe ça. When c'est autre chose, alors il se passe autre chose. Enfin, voilà. Mais c'est effectivement la manière de faire un if. Ok, je comprends. Tu ne pourrais pas retourner plusieurs résultats selon la comparaison. Non. Ici, non. Pas aussi simplement que ça, en tout cas. Mais quoi qu'il arrive, on essaie de rester simple. Après, on a des programmes pour un peu tout automatiser, qu'on a plus ou moins construit et qu'on adapte à chaque CTF. Mais là, hop, juste le else 2 nous intéresse. Ok, donc là j'ai un forbidden. Si je retire les parenthèses, hop, ça marche. Voilà, ça c'est le guess. Faut faire confiance. Donc là, le case when version like p%. Ah, ok. En gros, je suis en train de vouloir utiliser une sorte de regex, plus ou moins. Donc je suis en train de dire, si ma version commence par, donc là j'ai mis P, et pourcentage, ça veut dire tu mets n'importe quoi après et tu peux mettre autant de caractères que tu veux. Je sais qu'il y en a un autre, c'est le underscore, il me semble, pour juste dire, bah, par exemple, si je mets ça, ça veut dire que je recherche une version qui commence par P. Le deuxième caractère ne m'intéresse pas, c'est pour ça que j'ai mis un underscore, et le troisième caractère est un A majuscule. Et je me fiche de la suite, j'ai mis le pourcentage. Si je mets pas le pourcentage, je vais vraiment regarder que des versions qui auraient 3 caractères au total. Pas très intéressant. Voilà. Donc celui-ci passait. Et pourquoi P et pas un autre caractère? Bah, si tu mets Q, au lieu de John Connor, tu vas voir Sarah Connor. Parce que c'est faux. Donc faux, ça va te renvoyer offset 2, Sarah Connor. Mais P parce que on est sur une PostgreSQL? En fait, voilà, ça va écrire Postgres. Bah, je vais le montrer juste après, D'accord, ok. ça va être assez simple. Mhm. Euh, Et donc là, on était tout content. On s'est dit, allez, vas-y, on va pouvoir trouver des informations. En se disant, on va mettre autre chose que version. En fait, très vite, on se l'est pris dans les dents. Et ce qu'on a fait à la place... non, c'est pas le test.py. Ok, c'est le read version. Donc là, ce qui se passe... je m'assure juste que... Voilà. Ici, on va utiliser la fonction version. Donc la version, c'est juste une fonction de base de la plupart des bases de données. Donc voilà, ça peut, selon les fonctions qu'on va utiliser là, ça peut aussi essayer de détecter la base de données qui est derrière. Bon, étant donné que là, en Python, on voyait l'import psychopg, on savait déjà que c'était du Postgres. Et voilà. Donc là, en fait, on va mettre le début de notre injection SQL, ce que j'appelle le préfixe. Le suffixe, c'est ce qui va être après le caractère, tous les caractères qu'on va mettre.
Le flag, c'est l'information qu'on cherche parce que, bah, la première fois que j'ai écrit, ce genre de script, bah, je cherchais le flag, voilà. Mais ici, ce sera, par exemple, la version et en fait, la payload qu'on va mettre, c'est le préfixe, le flag, donc par exemple, P majuscule. I, c'est quel est le prochain caractère et le suffixe. On va le printer parce que ça va permettre de lire un petit peu, où est-ce qu'on en est et on va, envoyer, le name. En gros, on va faire l'appel au web server avec un session ID, d'ailleurs, pour être sûr que ça marche. Qu'ils ont reset les machines, je crois, après le CTF et après je vais dire: «Ah bon, bah, je vais regarder la réponse». Si dans la réponse, il y a John Connor, donc là, ça veut dire que si j'ai eu offset 1, ça veut dire que le caractère I que je viens de tenter était bon, donc je le rajoute dans mon flag et je vais essayer ensuite, je vais continuer ma boucle while et je vais essayer de remettre le caractère suivant. Et donc, on est là, Python 3 read version et on va voir qu'il tente tous les caractères les uns après les autres. Je vais essayer juste de le faire voir, 2 ou 3 caractères. Mhm. Je crois qu'il y en a une cinquantaine et qu'on l'a laissé tourner pendant 1 heure parce qu'il était 2 heures du mat et qu'on était, en fait, on était content d'arriver juste à là, alors qu'on savait que ça servait à rien, mais on a quand même voulu le voir. Mais voilà, là, on tout voit qu'on a P, O, attends, on a le S, ça va écrire PostgreSQL et on imagine bien que si on veut récupérer toutes les informations de la base de données à cette vitesse-là, ça va être long. Je suis pas sûr que Et dans il y ma a vie, aussi... j'ai assez de temps. Ouais, et puis il y a aussi le fait que tu peux avoir des caractères particuliers, comme des tirets, des points, des espaces. C'est tout à fait possible. Moi, ce que je fais ici, c'est que je prends tous les caractères ASCII, donc lettres minuscules, majuscules. Je prends tous les chiffres et j'ai rajouté quelques caractères particuliers. Et dedans, le tout dernier que je tente, c'est le underscore. Et comme je disais Ah, avant, ok. le underscore, ça veut dire n'importe quel caractère. Donc s'il y a des caractères effectivement qui ne sont pas gérés, il va les prendre en compte. Il y a H2O qui demande est-ce que ça marche avec e-like dans la requête SQL. Alors, bah on va essayer. Quelle question? Pff. E-like, il me semble que c'est insensitive like. Oui, voilà. Mhm. Et du coup, il a trouvé le P, et donc ça va éviter de perdre autant de temps. Ça va déjà Hop. plus vite. Non mais attends, il était 2 à 3 heures du matin. C'est toujours comme ça avec les Et tu CTF. nous avais abandonné, hein? Toi, t'étais déjà parti, hein? Tout à Donc, fait, chut. tout à fait. Il n'y avait plus que Yonom et moi. Yonom qui m'a bien aidé. Je sais qu'au début, Disnom a dit j'ai la Mendil, mais j'étais clairement pas seul là-dessus. Déjà, je suis arrivé, la partie login, Disnom et Dragonard l'avaient déjà trouvé. Donc j'ai même pas eu besoin de me prendre la tête. Ils m'ont fait, eh vas-y, tu vires le required, c'est fini. Ok. Et ensuite, Yonom m'a beaucoup aidé. Donc voilà. Non, il faut rendre à César ce qui Non, est à c'est vrai qu'on a une Dream Team, c'est assez ouf. Donc ça, c'est le premier truc. On s'est pris la tête à tenter beaucoup de choses pour essayer de guess, en gros, ce que faisait Skynet. Alors en fait, le truc qu'on n'avait pas vu, très con, c'est qu'on pouvait juste mettre un point virgule. Et le point virgule sert à séparer deux requêtes. Et là, on pouvait mettre, par exemple, select 1, 2. Merci Morpheus pour Hop. ton follow, bienvenue à toi. Et si je fais ça, alors peut-être pas le 1, 2, je vais aller le rechercher vite fait sur Discord. Euh, Bah, H2O, si t'es chaud pour faire du CTF, rejoins la team, hein. Vraiment. Hop,
SQL injection, blablabla, blabla. Je l'ai presque. Ouais, hein. Hmm, ok. Bon, je vais essayer de ne pas spoil. Oui, bah c'est sûr que c'est pas comme ça que je vais que je vais le spoil. Pendant que Amédée il est en train de galérer. H2O, si t'as envie de rejoindre la team, ce week-end on participe au Insomniac CTF, le teaser, qui se fait en ligne. Si ça t'intéresse de participer, c'est 24 heures, de samedi à dimanche. Let's go, hein, si t'es chaud. Et si t'es libre. Non, pas ce truc-là. Non, c'était pas celui-là. Non plus. Ah bah nickel, je vais te rajouter dans le groupe alors. Ah, c'est peut-être le. Bon, ok. Bon, mince, en essayant de vouloir le retrouver, je l'ai défoncé. Mais voilà. Il y a des gens qui ont trouvé directement qu'on pouvait faire ça. C'est pour ça que ça pouvait être easy, c'est qu'en fait, il y avait des injections SQL très simples qui passaient. Donc on va l'oublier tout de suite. Voilà. Nous, ce qu'on a fait, après s'être pris plutôt bien la tête, donc là, il est 3 heures du matin. Je fais chier pendant qu'on était en train d'essayer de trouver toute la version. Et je vais voir Yonom et je lui fais: «Non mais attends, regarde, il nous a vraiment dit qu'il faut pas guess, enfin que c'est pas nécessaire, et là on est en train de vraiment vouloir guess en disant: "Tiens, est-ce que je peux mettre des parenthèses, des select, des trucs"?» Enfin souvent on a trouvé quand même des choses qui pouvaient nous aider un petit peu à avancer, mais c'était pas incroyable. Et à la fin on s'est dit: «Non mais en fait, Skynet, cette black box machin, bah en fait on doit pouvoir la contourner et faire en sorte que n'importe quelle injection SQL passe, sans se faire bloquer». Voilà, ça c'était, l'input qu'on a eu. Et le deuxième, c'est encore une fois, ils nous ont dit: «Pas de besoin de SQL map, n'utilise pas de scanner, tout va bien se passer», voilà. Et donc là, on s'approche des 4 heures du mat, on va bientôt se coucher, on est vraiment fatigué, on est mort de chez mort. Et en fait, je fais une remarque à notre ami Yono. Je lui dis: «Regarde, là dans le query kill time, on fait un flask.request_form_get name», donc on retient le form.get de name, mais en fait, tout en haut dans le Skynet detect, il y est pas celui-là. Le seul truc qui va regarder la data, c'est flask.request.getData qui met ça dans une string. Et là, je lui dis, bah en fait, si dans Flask, s'il utilise deux méthodes différentes, il est possible qu'elles n'aient pas le même comportement. Et donc peut-être que on peut trouver un moyen que getData soit toujours vide ou autre, alors que le form, je vais virer le do query, alors que le form.getName passe. Une nuit de sommeil se passe. J'ai ma première idée. Elle ne fonctionne pas parce que je suis un tocard qui ne l'ai pas bien noté. Yono m'arrive comme un cheveu sur la soupe et fait: «Eh, regarde, Amendil, ça marche!» Enfin, ça marche. Il avait réussi à faire un truc. Donc je vais passer un tout petit peu le détail pour vraiment expliquer. En Merci fait, Castros pour ton avec follow. Burp, Bienvenue à toi. la première idée c'est aussi celle de Yono, mais en fait on est tous les deux partis sur la même chose, sauf que j'ai pas réussi à l'écrire comme il Bon, je fallait. vais quand même éditer alors mon annonce, hein, parce que moi j'ai dit que c'était toi qui avais réussi le chal, mais finalement en fait c'est plutôt Yonam qui a bossé à ce que je vois. J'ai mis le flag. C'est la définition de qui a réussi. C'est celui qui met le flag. C'est- Ce vieux stealer quoi. Moi je me suis fait Exactement. avoir. Bah je vais éditer, je vais éditer. Donc en fait,
Le truc, c'est que là, le content type, il a mis application X, forme URL encoded. Et en fait, ce content type, c'est quoi? C'est pour lui dire: «Regarde le contenu, l'information ou la data que je suis en train de t'envoyer, je l'ai encodé ou je l'ai mis dans un format particulier». Par exemple, je pourrais avoir, application, JSON et là, du coup, je m'attendrais plutôt qu'à avoir un name comme ça, je m'attendrais à avoir, name, 2 points et là, je mettrais, mon injection SQL. Voilà et ça, du coup, je pourrais le faire avec une application JSON. Peut-être qu'ici, ça aurait marché. Nous, comme il y avait un form.get, le premier truc qui nous est venu en tête et à Yonom et à moi, c'est d'utiliser multipart form data parce qu'on a aimé le mot-clé form. Hop. Donc on met le content type ici. Hop, je vais mettre ça sur le côté. Donc ce content type, avec form data, son but, ça va être de mettre une boundary et on va séparer, heu, notre contenu par ce boundary. Je sais plus pourquoi c'est exactement fait comme ça, mais je sais que ce multipart form data est très, 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 très utilisé dès qu'on upload un fichier. C'est ça. On va sur un site web, on veut modifier son image de profil, et ben, on va utiliser form data Mhm. et ça va, j'imagine, envoyer de la base 64 ou quelque chose comme ça pour envoyer l'image. Ça dépend, parfois ça envoie juste Non, pas forcément base 64, il y a plusieurs Non, trucs, non. mais Quand tu uploads un PDF, tu verras bien le pourcentage PDF, machin. ouais, c'est Mhm. vrai. Mais bon, en tout cas, voilà et donc, hop, manière de faire. Si je me suis pas planté, donc on met tiret, tiret au début à chaque fois, il en faut au moins 2. On met le boundary, le même qu'ici. Heu, dia bon ça après c'est la norme, il faut lire. En tout cas, on a name égale name et donc c'est là que quand on fait un form.getName, on va tomber là-dessus. Et on va mettre une injection SQL en dessous et on remet le boundary finir par tiret, tiret, très, très important. C'est là-dessus que j'ai perdu une demi heure avec Unome parce que je l'avais pas mis et c'est pour ça que mon truc ne marchait pas depuis le début. Hop et on fait un send et là, en fait, on a mis select 7 fois 7 et il le met. Alors pourquoi j'avais mis ça? Ah et point important, dans la méthodo, je suis pas tout de suite parti là-dessus, en manière d'écrire le content type et cetera. Vu que j'étais intéressé pour me dire: «Qu'est-ce qui a été lu par le flask.request.getData et qu'est-ce qui est lu par le flask.request.form.get de name?» J'ai créé un test.py.py, Skynet detect, je vais le mettre en grand. Il print la requête, en tout cas ce qui a été lu, dont le body qui va nous intéresser. Il print AAA et il print le form.getName. Et donc ça, j'ai viré un petit peu tout. J'ai fait en sorte qu'il me renvoie forcément un 403 parce que je m'en fiche complètement. Heu et j'ai lancé ça en local. Et l'intérêt, c'est qu'une fois qu'il est en local, heu, j'ai un peu la flemme de le lancer, mais si je le lance du coup, dans mon terminal, je vais l'ouvrir sur le port 80-88 et tous les appels qui vont être faits dessus, heu, vont être logués dans la console. Et donc moi, ça va me permettre de tester en me disant: «Voilà ce que le serveur voit» et donc voilà comment est-ce que je peux faire pour que le body ici ne contienne pas ou un truc différent du, flash request for gate name. Ça, c'est toujours important, c'est le serveur, en fait, on n'a pas la main dessus, on ne sait pas ce qu'il voit. Donc si on peut essayer de le reproduire en local, ça va pouvoir nous aider à vraiment comprendre ce qui se passe et à débugger. Voilà. Et là, en fait, ce qu'on a vu, c'est que, le getData continue d'avoir l'information, mais, elle est escape. Une fois de plus ou 2 fois de plus que ce qu'il fait normalement et c'est ça qui doit complètement bypasser, Skynet. Donc ici, tous les caractères spéciaux comme, l'apostrophe, si ça se trouve, c'est écrit avec, 3 backslash devant et voilà.
2e chose, pourquoi il y a le 7 x 7, pourquoi je l'ai écrit comme ça. Ça, c'était mon intuition, 1 depuis le début du challenge qui était complètement fausse. Hem, c'est que dans le do query, on prend le résultat, donc par exemple le 7 x 7, et on fait un render template dessus. Et Hmm. en fait, le render template, il y a plusieurs failles, heu, mais seulement en fait quand le template est créé. Hop, je reviens dessus. S'il avait été créé avec des points format et que du coup il avait mis mes accolades et cetera dedans, accolades d'accolades 7 x 7, et qu'ensuite il avait fait un render template, ça aurait été ce qu'on appelle un server side template injection, parce que ça voudrait dire que mon 7 x 7, il serait calculé comme étant 49, et c'est le serveur qui le fait. Et si le serveur le fait, alors je peux lui demander d'exécuter des commandes système. Et si je peux lui demander d'exécuter des commandes système, je vais pouvoir accéder, à la machine derrière. Et si j'ai la machine, là, c'est YOLO, j'aurais pu lire n'importe quel fichier, voilà. Avec Gnome, on pensait vraiment au début que ce serait un shell un peu plus chaud comme ça. Donc ça, c'était nos idées principales. Et une fois qu'on a ça, on est reparti de différents scripts qu'on avait déjà codés ailleurs. On a créé Note Scanner, très très important le nom, parce qu'on nous a dit please do not use a scanner. Voilà. Donc nous on n'utilise pas un scanner, on utilise Note Scanner. C'est troll, putain, quoi. Voilà. Non mais franchement c'est un peu comme Elon Musk. À un moment il a fait un lance-flamme et il Ouais. l'appelait Not a Flamethrower. Parce qu'il s'appelait Not a Flamethrower, ça le dédouanait dans certains états des responsabilités que normalement on a quand on fait un lance-flamme ou quand on le fait pas. Voilà, ils ont des lois tellement pourries, j'imagine, aux US que le nom C'est était utile pour nimp. ça. C'est nimp. Donc voilà, Note Scanner. Et le Note Scanner, je vais le prendre pour les schemas, mais c'est un peu pareil après. Euh, En fait, ici, comme on peut mettre vraiment ce qu'on veut, ben, on n'a pas besoin de faire un case when, essayer de détecter caractère par caractère. On peut directement dire, donc pour l'offset, on va mettre l'offset 0. Hop. S'il te plaît, donne-moi le premier schéma de la base de données. Schema name et bar, parce qu'il fallait une deuxième valeur. Et du coup, là, on dit tout de suite, ok, le schéma, c'est PG catalogue. On va regarder le deuxième, c'est public. Très bien, ça c'est habituel. On va regarder le troisième. Ah, information schema. Ça, c'est un autre. PG catalogue et information schema sont des tables plus ou moins système de PostgreSQL, donc on sait que ça ne nous intéresse pas. On va regarder offset 3, target not found. On sait qu'il n'y a rien. La deuxième étape, hop, c'est la commande pour récupérer les tables. Hop. Celle-là, elle était un peu plus rigolote. On a cru qu'on pourrait contourner tout le système en vrai avec ça. Voilà, donc là on fait select nom de la table, from bah, information schema qu'on a vu juste avant comme schéma. Dedans il contient point table qui liste toutes les tables de la base de données. Donc on lui dit, par contre le schema, bah, je veux que ce soit public, limite 1, on ne récupère qu'un, et offset 0. Et là on voit, ok, donc il y a une table qui s'appelle target. Celle-là, on la connaissait, on avait target et target credentials. Bah, si on fait offset 1, on a target credentials. Si on fait 2, on a login session. Alors celle-là, on la connaissait aussi. Login session aurait pu être intéressante parce que ça veut dire que vu qu'on peut voir dedans les cookies de tout le monde, bah, on pourrait prendre le cookie de l'administrateur s'il y en avait un. Et à ce moment-là, on pourrait se reloguer sur l'application en tant qu'administrateur et peut-être que l'administrateur a plus de droits. Donc là, déjà, ça pourrait être une très... Enfin, c'est le real world CTF, mais pareil, dans le real world, Ça me si on a paraît accès à cohérent, ça, hein. on est le roi du pétrole. Dans la réalité, c'est pas déconnant de se retrouver dans ce genre de situation. Mm. Voilà. On continue. Et
Ah, il y a pas plus de tab que ça, donc ils l'ont vraiment, remis à zéro. Hmm. Nous, quand on est arrivé, on voyait, des gens qui avaient créé des tables, Les voilà fouteurs de et merde. on a Flag, non, flag 2, flag 3. Tu sais. non, c'était un truc qui s'appelait, CMD exec ou ce genre de choses. C'était, une vulnérabilité qui existait dans certaines versions de Postgres Ah pour putain. exécuter des commandes système. Voilà et nous, on se disait: «Bah, peut-être que dans les tables supplémentaires que les gens ont créées, bah, peut-être qu'ils ont collé le flag dedans et peut-être qu'on va juste pouvoir les lire et retrouver le flag grâce à eux». Voilà. Bon, au final, là, on voit que c'est pas possible. Là, le script continue et en fait, on va regarder quelles sont les colonnes de chacune des tables. Si ça se trouve, il y en a une qui s'appelle flag, voilà, CTF, un nom qui est là pour nous mettre sur la piste et le dernier, je l'ai appelé dump et lui, il va lire, heu, les informations, enfin toutes les colonnes et cetera d'une table, mais vraiment le contenu de toutes les lignes. Donc là, on va vraiment dumper la base de données et ce script, ce qu'il fait, donc je vais passer les détails, mais hop, juste version, on va récupérer le session ID, not a scanner, ouais, j'ai juste ça à changer, là, ça devrait être bon. Ton 3, not a non, il est dans attachment, not a scanner et là, en fait, on va regarder quels sont les en fait, on automatise juste tout ce qu'on a vu avant. On voit le schéma public, je vais juste scroller vers le haut pour que ça arrête de défiler. On a vu public, dans public, on voit target credentials login session. Dans target, on voit qu'il y a une colonne ID, name, age, email, board. Dans credentials, on a ID, account, password. Donc le password, on sait que c'est un MD5. Le MD5, ce qu'on a vu avant, c'est qu'il y avait des collisions. Il y a un petit peu pire que ça, c'est que il y a ce qu'on appelle des rainbow tables, qui disent à partir de 1 MD5, voici le mot qu'il y avait en input. Et donc, ce qui fait qu'à partir d'un MD5, on peut retrouver le password associé. Ça existe, dispo à téléchargement sur internet facilement. Sinon, il y a Crackstation qui permet aussi de retrouver des Ouais, passwords à partir de MD5. aussi. Et il fonctionne derrière avec une rainbow table. D'ailleurs. Voilà, on a une access key, une secret key. Login session, on a les sessions ID et la durée de validité. Et ensuite, on commence à retrouver les targets. Donc ID, bah, on a de 1 à 13, on les connaissait. On a tous les noms, on a leur âge, on récupère des emails. Voilà, merci les données sensibles. On a la date de naissance. On peut que la Credentials, carte de on retourne crédit. sur les ID. Là, on a les noms des comptes. On a des passwords. Tiens, d'ailleurs, je me demande si je prends celui-ci. Si on fait des vrais trucs. Je suis pas un robot. Non, ok, il Hmm. est pas cool. Bon, je pourrais quand même chercher le brute force si ça m'intéressait, mais Mhm. voilà, on a descendu un petit peu. Euh, des access keys. Pareil, ça ressemble à des MD5. Et là, oh, dans les secret keys, la secret key de Skynet, c'était le flag. Voilà. Voilà. En fait, là, on est juste en train de dumper tout le contenu de la base. Et, bon, et toutes les sessions ID, c'est tous les gens qui se sont connectés. Et il y en a plein, donc je vais arrêter mon note scanner. Mais Nice. voilà, sur le principe, c'est comme ça qu'on en est arrivé à trouver le flag. Donc, encore une fois, il y en a qui ont trouvé vite fait qu'en fait, il y avait une injection SQL qui passait direct et qui bypassait Skynet. Bon, je sais pas si c'était ce qu'il fallait. Nous, en tout cas, on a trouvé une autre manière, et c'était intéressant parce qu'on la connaissait pas du tout, cette manière de changer le content type. C'est à force de se casser la tête et grâce à l'indice, enfin la note qu'il y avait, qu'on y a pensé, et ça, je pense que c'est quelque chose que je vais garder, parce que je trouve ça très 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 important, très intéressant de voir cette manière-là. Mhm. Parce que le fait qu'il y ait un get data en haut, et qu'en dessous on fasse un form.get du name,
c'est la première fois que j'ai lu le script, ça m'a pas du tout choqué et je me dis: «Si moi ça me choque pas, alors que dans la vie de tous les jours, je suis quand même un développeur, même si je fais pas exactement ce travail-là», ça veut dire qu'un développeur, qui a peu de chances d'être très axé sécurité. Faut le savoir, c'est que, déjà tout le monde n'a pas forcément fait des études d'ingénieur. On a de plus en plus de gens qui sont en reconversion, qui vont faire des stages de 6 mois, enfin des stages, qui vont prendre 6 mois de cours assez intensifs et après se retrouver sur le monde du travail. À aucun moment ils ont vu ce que c'est que la sécurité et ça intéresse pas forcément les gens. Exactement. Ouais. Donc en fait, ça c'est vraiment ce que je vais appeler une erreur un petit peu très basique, mais que même un bon développeur peut faire. Voilà. Et donc ça, c'est quand même un peu plus complexe et le flag, c'est, to hack Skynet or Flask, that is the question et c'est that is the question parce que hacker Skynet, bah, c'était la manière très facile de faire, mais il est a priori aussi possible de défoncer complètement Flask et c'est plus complexe. Et je pense qu'on est peut-être sur un entre-deux de notre côté, parce qu'au final, on l'a pas complètement défoncé, Flask. On est juste tombé sur une manière d'utiliser Flask qui changeait le get data, comment est-ce qu'il était formaté. Mais on a bypassé Skynet. Donc je trouve que d'un point de vue Schrödinger, tu vois, sur la difficulté du challenge, on est vraiment entre les deux. Mhm. Je pense qu'on a trouvé la troisième solution. J'ai deux questions. Première question, si tu devais rater ce chal, facile, moyen, difficile, hardcore. Hmm. Alors, en vrai, quand on le regarde, bypasser le login, c'était ultra easy. Ouais, ça c'était bidon. Pour moi, quelqu'un qui commence la sécurité, il vient de découvrir vite fait ce que c'est, il va se prendre un petit peu la tête dessus, mais il va trouver. Juste en regardant sur internet et en cherchant à comprendre ce qui se passe. La deuxième partie, il va clairement pas y arriver. Mhm. Ça c'est clair. Quelqu'un qui vient de découvrir des injections SQL ne va pas y arriver non plus parce que... Ou alors c'est avec du bol qu'on a pensé au point virgule pour écrire une deuxième requête. Mhm. Mais là, j'ai envie de dire, autant un développeur ne s'intéresse pas forcément à la sécurité, autant des gens dans la sécurité ne s'intéressent pas forcément à savoir vraiment comment fonctionnent les requêtes SQL. Ils vont peut-être se dire, ah oui, non, mais je peux écrire une requête, vas-y, je vois vite fait ce qui se passe. Mais comprendre quel est le fonctionnement d'une base de données, pourquoi, comment est-ce que ça se fait qu'elle puisse accepter plusieurs requêtes? Qu'est-ce qui se passe derrière? Bah, c'est pas forcément des choses, j'ai l'impression que toutes les personnes en sécu vont chercher à connaître. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des spécialisations. Mais je trouve que c'est un petit peu dans les deux sens. Euh, donc bon, moi j'ai l'avantage au final que d'être développeur et de m'intéresser à la sécu, donc j'ai un peu le meilleur des deux mondes et je pense que ça m'aide sur ce genre de challenge. Mhm. Euh, Honnêtement, je l'ai trouvé quand même plutôt simple après coup. Ça veut pas dire que j'ai pas galéré pendant des heures et des heures et des heures, mais en fait, ce qui est simple, c'est qu'en fait, il y avait des notes, et il fallait vraiment les prendre au pied de la lettre. Tu n'as pas besoin de guess, bah, le moment où tu commences à guess, arrête-toi. Ouais. Et ça, on ne l'a pas fait tout de suite. On était trop content de trouver une version et de vouloir aller jusqu'au bout. Mais voilà. Et le deuxième, bah, en fait, c'est que le serveur.py, très vite, même là dans mon explication, j'ai été capable de dire, bon bah le login c'est safe, ça c'est safe, ça c'est safe, ça c'est safe. Qu'est-ce qu'il nous reste? Bah, il nous reste le name. Tout de suite. Mm. Ça m'a pris moins de 10 minutes pendant le challenge pour en arriver à cette conclusion-là. Et à ce moment-là, du coup, je me suis focusé sur le name à vouloir faire une injection SQL. J'avais juste pas regardé effectivement qu'il y avait le get data qui diffère. Honnêtement, j'y ai pas pensé. Si j'aurais lu il n'y a pas besoin de guess et que je l'aurais pris au pied de la lettre, je me serais dit ok, du coup, ça veut dire que je peux bypasser ça et je l'aurais vu assez vite aussi. Et une Mhm. fois qu'on l'a bypassé, il faut juste se dire, mais ça j'ai l'habitude avec tous les CTF depuis que bah, j'ai commencé la sécu avec toi, Disnome. Je pense que c'était en mars dernier. Ouais.
Il y a tout ce qui est MIME type Mmh. et les MIME type, c'est ce qui décrit ce que tu envoies. Et donc à ce moment-là, c'est tout de suite, je me suis dit: «OK, bah, il y en a un qui fait get data, l'autre qui fait le form, bah, vas-y, on va essayer des MIME types différents. On va essayer de changer la donnée qu'il reçoit». Donc en fait, vraiment, c'est si tu prends les consignes au pied de la lettre, il était simple, je trouve. Par contre, il était pas si simple que ça, faut pas déconner. C'est pour ça qu'on est quand même 72e en ayant réussi que ce challenge et qu'il y en a beaucoup qui sont pris les dents et qui ont pas réussi le challenge. Tout à fait. C'est que changer le MIME type, par exemple, c'est pas quelque chose, je pense, qui est habituel dans la sécu. Tout comme il y en a qui vont te dire: «Eh regarde, j'ai fait une requête avec Burp, j'ai vu qu'il y avait un content type pour un accepted encoding, Salut Seb. bah, j'ai rajouté quelque chose qui n'existait pas dedans, comme, ça, mais c'est des choses qu'ils connaissent, que les frameworks vont lire derrière et vont faire: "Ah bah, du coup, ça marche"». Oui, enfin, du coup, si tu le sais, c'est facile, si tu le sais pas, tu vas galérer, quoi et Exactement. tu peux ne jamais le trouver. Donc c'est normal que ça me choque pas que les gens galèrent dessus. Moi, je le mettrais peut-être médium, du coup. Mmh. Genre sur un classement de 1 à 10, je le mettrais vers un 5. J'ai vraiment vu beaucoup, beaucoup de tchal l'année dernière dans des CTF qui étaient beaucoup plus compliqués. Et même là, tu vois, on a réussi à faire celui-là, on n'a pas réussi à faire les autres. Et on en a regardé d'autres des web.